Quand on subit ce que j'ai subi, je pense qu'on a tous honte. Soit honte parce qu'on l'a subi, soit honte parce qu'on ne l'a pas dit assez trop tôt, soit honte parce que on n'avait pas à vivre ça. Enfin, il y a toujours une part de honte. Mais en vrai, est-ce que maintenant j'ai honte? Non, je pense pas. Parce qu'à l'époque, j'avais honte. Non, je pense pas non plus. J'ai eu honte au moment où je me suis rendu compte de ce qui se passait. Je pense qu'à l'époque, j'étais gênée parce que j'appréciais pas trop ce qu'il me faisait et que je comprenais pas très bien. Mais j'avais pas honte. D'ailleurs, si j'avais eu honte, je n'en aurais pas parlé à ma meilleure amie, j'aurais pas eu cette conversation avec elle. Je pense qu'on commence à avoir honte quand on prend conscience qu'on a vécu quelque chose de honteux. Et en fait, au final, à mon avis, c'est les autres qui nous mettent la honte dessus. Et c'est pas nous. À partir du moment où je me suis vraiment posé la question de moi-même avec moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait juste aucune honte à avoir en fait de ce que j'ai fait, ou de ce que j'ai subi, de ce que j'ai accepté de subir, ou de ce que j'ai pas accepté de subir. En fait, j'ai pas à avoir honte de ça. Et c'est dommage qu'on s'en rende pas compte avant de ça, qu'on se laisse influencer comme ça, autant surtout à l'adolescence par des personnes, par l'extérieur. Parce que en vrai, j'ai eu honte à une période où j'étais influencée par ce que les autres me faisaient ressentir, me faisaient percevoir. Maintenant, on peut me dire ah mais tu te rends compte, c'est terrible ce que tu as vécu, ah mais c'est sale. J'aurais pas honte, je dirais oui, il était sale. À l'époque, je me sentais coupable tout le temps. J'avais l'impression d'être sale en permanence, d'avoir limite été l'instigatrice de tout ça, que c'était de ma faute parce que c'est moi qui me trimballais en culotte en sortant de la douche ou qui le cherchait parce que c'est comme ça qu'il s'était défendu en disant que je me trimballais nue à la sortie de la douche. Et du coup, en fait, à partir du moment où j'ai porté plainte, j'ai ressenti beaucoup plus de culpabilité qu'avant de porter plainte. La plainte, ça a été une étape compliquée à passer. Je sais que pour beaucoup de victimes, porter plainte, c'est une étape qu'elles veulent pas passer, et je le comprends. Parce que même si je conseille à toutes les victimes aujourd'hui de déposer une plainte, c'est quand même une étape hyper difficile. Parce que vraiment, tu vas te ressentir justement cette honte et cette culpabilité. Je pense que tu la ressens plus au moment de la plainte que avant ou qu'une fois que tu as réussi à faire un travail de thérapie. Et du coup, ouais, non, pas de culpabilité à avoir, encore une fois, mais oui, t'es obligé de la ressentir, enfin, t'en passes par là, quoi. Clairement, t'en passes par là. Hein. L'inceste, il a impacté tout autour de lui. C'est-à-dire que maintenant, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne serais absolument pas la personne qu'elle a en face de toi. Déjà, je serais beaucoup plus stable dans ma vie, j'aurais sûrement poursuivi mes études, je ne serais pas autant traumatisée, c'est-à-dire que dans ma vie quotidienne, là, on a l'impression, je te parle devant la caméra, ça va et tout. Et souvent, on me faisait la réflexion d'ailleurs dans mes témoignages, mais pourquoi t'es pas là en train de pleurer effondré? Parce que regarder une vidéo, avoir une meuf qui est en train de pleurer, en fait, c'est pas percutant, c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que derrière, ok, il y a les viols, il y a l'inceste, mais il y a aussi la suite. Et la suite de ta vie, c'est des problèmes sexuels, des problèmes relationnels, des problèmes de confiance, des flashbacks qui te reviennent à des moments, des odeurs qui vont te faire remonter un truc, des envies de chialer en permanence, des crises et des pétages de câbles, c'est ça en fait, c'est tout ça, et il y en a encore des tonnes d'autres. Au procès, il y a Muriel Salmona, ma psychiatre, qui avait fait une lettre pour expliquer justement mes traumatismes. Il y avait 4 pages de lettres, 4 pages entières de termes médicaux pour expliquer tous les traumatismes que j'ai au quotidien maintenant, qui m'impactent encore. Le rapport avec mon corps au début, il a été terrible, parce que ce que j'ai subi, ça a tout dévasté. Moi, j'avais l'impression de pas mériter d'avoir... de pas avoir mon mot à dire, en fait, sur mon corps. Pendant des années, et même encore maintenant, mais maintenant c'est plus sain parce que c'est avec mon compagnon et que mon compagnon le sait, donc on fait en sorte de combler les choses. Et pendant des années, j'ai pensé que mon devoir dans la vie, c'était de faire plaisir à l'homme. Donc sexuellement, je ne ressentais pas de plaisir. Jouir, c'est très compliqué pour moi. Atteindre la jouissance, la vraie jouissance, c'est très compliqué. Et surtout, je me
c'est même pas me forcer. En fait, j'avais vraiment l'impression que j'étais programmée pour faire plaisir à mon gars. Mon gars, il avait besoin, il avait envie de moi, que moi j'ai envie ou que j'ai pas envie, ça ne comptait pas. Mon but, c'était de satisfaire mon mec. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et heureusement que j'ai quelqu'un avec qui c'est sain et qui me dit non, mais est-ce que t'en as envie? Parce que des fois, je le regarde et je fais bah non, mais t'as envie, toi. Il me fait bah oui, mais non, dans ce cas-là, tu vois. Et ça, mon rapport à la sexualité, il est vraiment, il est fucked up. Ça a été très très compliqué pendant très longtemps. Et je me suis mise en danger, d'abord, en premier lieu, pendant plusieurs années, jusqu'à mes 19-20 ans, que j'ai ma première fille, je me respectais pas. Donc t'as plus aucun respect pour toi. Et c'est même pire que ne plus avoir de respect, c'est que tu cherches limite à te mettre dans des situations dégradantes. C'était limite ça. Il y a plusieurs types, attention, de victimes. Je ne suis pas en train de dire que toutes les victimes réagissent comme ça. Mais moi, ça m'a provoqué ça. Du coup, ça, il m'a fallu vraiment, au moins jusqu'à mes 20 ans, je pense, pour réaliser que, en fait, non, j'étais maître de mon corps et j'avais le droit de dire non, quoi. Et pour ça, il a fallu que je tombe enceinte. C'est ma première fille qui m'a fait comprendre que là, il y a un truc à moi dans mon ventre, dans mon corps. Donc, l'accès à mon corps, c'est moi qui dois le décider. Et grâce à ça, j'ai arrêté d'être, si je peux dire, une salope, parce que c'est terrible, mais c'est vraiment ce que j'étais devenue dans mon image. J'avais l'impression d'être une salope et je cherchais à atteindre cet objectif-là, limite, de m'être toujours plus mal avec les mecs. Mais plus tard, il n'y a plus ça, donc grâce à ma première enfant. Mais par contre, j'ai toujours eu ce rapport à la sexualité un peu brutal. Étant donné que mon grand-père, il adorait tout ce qui était doux, tout ce qui était mielleux, tout ce qui était longue préliminaire, longue caresse et tout, et ça me bloque. Vraiment, encore aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des rapports doux, lents, de faire l'amour. En fait, tout simplement, faire l'amour, c'est difficile. Genre, voilà. J'ai pas de problème avec mon corps en particulier. J'ai eu à l'époque, bien sûr, de l'adolescence, un peu des petites choses qui me plaisaient pas, des petits complexes d'ado. Mais j'ai la chance d'avoir pas énormément de traumatisme ou de blocage physique. J'ai beaucoup plus de blocage mental, mais physiquement, j'ai pas un rapport terrible avec mon corps. J'ai connu beaucoup de victimes qui se scarifient, qui se font des choses terribles parce que la douleur, elle est tellement, tellement terrible à l'intérieur qu'elles ont besoin de l'exprimer à l'extérieur. Moi, j'ai eu quelques scarifs à l'époque, mais plus parce que j'étais gothique et que c'était dans le mood et parce que je me sentais pas bien et que je voulais faire comme les autres que voilà, c'était plus des écartades d'ado que des vrais mal-être. Mon vrai mal-être, ça a été mes tentatives de suicide. Mais ça n'a pas été dans mon ressenti avec mon corps. J'ai pas voulu me taper dessus, j'ai pas voulu me... Voilà, j'ai plus de mal limite maintenant que je viens d'avoir un enfant à récupérer mon rapport avec mon corps que par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Mes rapports familiaux aujourd'hui, ils sont pareils, assez entrecoupés. J'ai des rapports avec ma maman, toujours. J'ai 3 frères et sœurs que j'adore. C'est des demi-frères et sœurs, mais c'est mes frères et sœurs, je les adore. On est beaucoup plus proches qu'avant. Ma mère et moi, on a eu des rapports très compliqués pendant très longtemps. Je lui en ai beaucoup voulu à l'adolescence de pas m'avoir expliqué ce qu'elle avait subi et de pas m'avoir mise en garde contre mon grand-père qui était son père. Du coup, je lui en ai beaucoup voulu. Ça a été compliqué. Et puis quand on a eu cette conversation, qu'on a fini par tout pouvoir démêler quand j'avais 17 ans, ouais, c'est l'été de mes 17 ans, j'ai commencé à vouloir aller de l'avant dans ma relation avec eux. Alors il y a eu des rechutes, on ne s'est pas parlé pendant 2 ans, entre mes 23 et mes 25 ans. Il y a eu des moments compliqués, mais là ça fait quelques années qu'on est très très proches, on s'appelle beaucoup, on tient beaucoup l'une à l'autre, et surtout je pense que je peux plus lui parler, je peux plus lui faire confiance, alors qu'à l'époque je ne pouvais pas. J'ai porté plainte à 17 ans. À partir du moment où il y a eu la plainte officielle, il a fallu 2 ans pour que mon grand-père avoue. Il a avoué parce qu'on nous a proposé une confrontation. Si un jour vous portez plainte et qu'on vous propose une confrontation, je sais que c'est terrible, je sais que c'est difficile, mais acceptez, c'est hyper important. Du coup, moi, j'ai accepté la confrontation. Mon grand-père, il a fallu que j'aille à Pertuis. J'étais à la rue à cette époque-là, mais il fallait que j'aille à l'endroit où ça s'était passé. Mon grand-père a été convoqué à la gendarmerie, il me semble encore, mais pas à la police. Et ils m'ont croisé, ma grand-mère et mon grand-père, dans le couloir. J'étais arrivée avant eux, ils sont passés, mon grand-père a été dans un bureau, et puis j'ai entendu un énorme bordel, à peine 5-6 minutes après, des gros bruits de pas, de vraiment un gros bordel, des chaises qui se bougent, des trucs trop bizarres. Je me suis levée, j'ai essayé de regarder autour de moi, et là il y a un policier qui est arrivé vers moi qui m'a dit « Bon, vous pouvez repartir ». Je lui ai dit « Comment ça, je peux repartir ?» Votre grand-père vient d'avouer. Donc voilà, j'ai pas eu de confrontation au final, mon grand-père a avoué au moment de la confrontation. Ensuite, quand il y a eu ces aveux, moi je me suis dit, parfait, c'est bon, on va pouvoir partir sur l'enquête et le procès, ça va être réglé. Il y a eu 5 ans d'enquête
donc où ils ont interrogé ma famille, où ils ont parlé avec des proches, des amis, tout le monde, du côté de mon grand-père comme de mon côté, avec différentes expertises psychiatriques aussi des deux côtés. Donc il a fallu que je réponde de pas mal d'interrogatoires, d'expertises filmées, non filmées, bref, ça a été une galère. Puis au bout de 5 ans, eh ben, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles pendant 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans, facile. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. Moi, j'étais dans la rue à ce moment-là et je changeais d'adresse tout le temps, de numéro de téléphone tout le temps. C'était très compliqué de me contacter, donc j'avais dit à mon avocate de contacter mon père. Elle avait les contacts de mon père. J'appelle mon père à ce moment-là, je lui parle un peu du procès et tout, et il me dit, non, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas de nouvelles. Je dis, ok. Je rappelle mon avocate. J'apprends que mon avocate n'est plus avocate. Donc, que sur mon affaire, il n'y a plus personne. Enfin, elle m'a dit qu'elle avait laissé à son cabinet mon dossier, quand même. Grand bien lui fasse merci. Mais personne ne m'a jamais prévenu que je n'avais plus d'avocat sur mon dossier. À ce moment-là, j'avais la chance de connaître un petit peu des associations et d'avoir un petit peu commencé à participer à, en gros, mon émancipation, si je peux dire, à avoir décidé de parler, de témoigner publiquement. Donc, je me retourne vers les assos que je connais en disant, bon Dieu, il m'arrive ça, je comprends pas, qu'est-ce que c'est ce bordel? Du coup, heureusement, une association me prend sur son avocate. Donc ils me disent bah, on a des avocats d'assaut, on prend ton dossier, tu vois. Et à ce moment-là, mon avocate pensait vraiment juste prendre le dossier pour relancer des démarches en mode hey, bonjour, on existe, est-ce qu'on pourrait avoir un procès? Sauf que ce qui se passe, c'est que moi, j'ai mon premier documentaire qui est diffusé sur LCP au même moment que je rencontre cette avocate. Et comme de par hasard, le tribunal se réveille et décide d'envoyer une convocation pour le procès, peut-être 1 an plus tard. Donc en tout, j'ai attendu 9 ans pour le procès et au bout de 8 ans, j'ai été convoquée pour le procès parce que j'ai décidé de rester aux assises. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux vraiment dire aux victimes. Quand tu portes plainte, très souvent, si c'est un viol, attention, la définition d'un viol. Un viol, c'est pas seulement la pénétration avec le sexe de l'homme. Un viol, c'est pénétration digitale et c'est faire des fellations et cunnilingus forcé. Ça, c'est considéré comme un viol. À partir du moment où tu as viol, tu passes aux assises. Les procès aux assises, ça peut durer très 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 longtemps. Et ce qu'ils te proposent souvent, c'est de requalifier les faits pour que ça devienne plus un crime, mais un délit, que ça ne passe pas aux assises, mais en correctionnel, mais du coup que la personne ne prenne pas entre 7 ans minimum à plus, mais moins de 7 ans. Surtout, refuser. Ça sert à rien de faire un procès pour viol et de reconnaître... Enfin, c'est doublement traumatisant pour une victime. Moi, je sais que je me suis dit, tant pis, ça durera des années, mais ce sera jugé pour ce que c'est. C'est des viols, c'est pas autre chose, donc ce sera jugé pour viol. Donc j'ai refusé la correctionnalisation et on a été aux assises. Et en tout, le procès, ça a mis 9 ans avant qu'il ait lieu. Et au bout de 10 ans, je pouvais porter plainte contre l'État justement pour déni de justice parce que y avait rien qui était fait. Donc ils l'ont fait vraiment pile poil dans le bon moment, mais je suis sûre, mais à 200% que c'est le documentaire à LCP qui a permis de faire ce procès. Donc moi, bah, le procès, ça m'a pas mal cassé. On va pas se mentir. La plainte et le procès, ça a duré tellement longtemps, ça a été tellement long, et j'ai eu tellement d'épreuves dans ma vie entre-temps et de moments où j'avais juste plus la force de m'occuper de ça, que ça a été vraiment une épreuve terrible. Ça a été 10 ans terribles, mais je le referai à 2000%. Je le referai à 2000% parce qu'en arrivant au procès, le matin où on arrive au procès, j'ai dit, bon, de toute façon, ça ne va rien changer. Et qu'aujourd'hui, le procès, il est même pas fini parce que la partie pénale, elle est terminée, mais que j'ai toujours pas eu mes indemnités. Et pourtant, ça a déjà tout changé. C'est-à-dire que le fait que mon grand-père prenne 15 ans de réclusion criminelle, qu'il soit prononcé à l'unanimité, même si pour l'instant, j'ai pas eu de partie civile, mon procès, déjà, rien que ça, j'ai obtenu une certaine réparation. C'est pas fini, donc j'attends que la justice fasse son boulot jusqu'à la fin, parce que j'en ai besoin d'obtenir des indemnités, parce que bah, j'estime que déjà j'y ai le droit, et qu'en plus, au vu de la vie que j'ai passée, bah, pour me reconstruire, j'en ai clairement besoin, ne serait-ce que pour me soigner de manière efficace, parce que pour voir des psychiatres et des psychologues, surtout spécialisés là-dedans, ça coûte une blinde, et il faut le rappeler, on ne te paye rien, c'est-à-dire que tu n'as rien du tout. La plainte, à partir du moment où tu la poses, tu as très très peu d'aide au niveau associatif, tu as très très peu de personnes qui peuvent te prendre en charge et surtout, on ne te dit rien. Donc c'est à toi de te débrouiller pour trouver ces aides et quand tu es au fond du trou, bah, c'est compliqué. Donc ça a été une galère, mais à 100%, vraiment à 100%, je le referai parce que je pense que c'est le chemin sur la réparation. Avoir cet acte de jugement, ça a été hyper important pour moi, donc oui, je le referai. Le procès, c'est un gros morceau. Moi, ça a duré 3 jours. Le premier jour, bah, tu as déjà le tirage au sort des jurys, donc c'est hyper impressionnant. Petit aparté, un petit peu drôle, pour mettre un petit peu de légèreté dans ce moment. Pendant le tirage au sort des jurys, il y a une personne qui s'appelait Jacques et Michel, qui a été tiré au sort pour juger mon grand-père.
Voilà, il est comme les autres, il l'a condamné du coup à 15 ans de réclusion, donc c'est pas mal, j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est un moment assez solennel. En fait, c'est vraiment un théâtre, quoi. T'arrives, t'es au théâtre, réellement, genre ton avocate, elle est là en tenue, t'as la présidente qui arrive, tout le monde se lève, c'est très impressionnant. C'est la première fois que je revoyais mon grand-père aussi, donc le croiser, c'était assez dur. C'est la première fois que j'avais ma mère et mon père réunis autour de moi depuis presque 20 ans, parce que bah, ils étaient séparés, mais que pour mon procès, ils étaient ensemble. Ils sont venus ensemble, partie civile tous les deux. Et ça a été les montagnes russes d'émotions. C'est-à-dire que la veille, j'étais à fond, je pleurais pas, je riais et tout le monde me disait, mais t'es sûr que ça va et tout. Et moi, j'étais là en mode, bah ouais, vas-y, il faut y aller là. J'attendais que ça, en fait. Et le premier jour, le premier soir, bah, je me suis écroulée, quoi. Parce que vraiment, c'est hyper prenant. C'est indescriptible. C'est vraiment indescriptible. Le fait de voir mon grand-père, déjà, de se tourner et de le voir, c'est compliqué. Parce que bah là, tu te rends compte que c'est ton grand-père, tu vois. Et tu te rends compte de l'horreur qu'il t'a fait subir. Et tu te dis, waouh. Donc ça, c'est ma famille. Ok. Le plus gros choc que j'ai eu, c'est même pas de le voir lui, c'est de voir ma grand-mère derrière, qui était là avec son déambulateur et son oxygène accroché à en faire des caisses sur son état de santé, mais vraiment, genre, j'ai trouvé ça archi déplacé. À la limite, si t'es pas en état, ben, te déplace pas, juste, tu vois, mais ça a été en fait, j'étais plus en colère de voir ma grand-mère avec mon grand-père que de voir mon grand-père, limite, parce que bon, bah, mon grand-père, je m'y attendais, hein, il fallait bien que je le voie. Le deuxième jour du procès, j'ai commencé sur les chapeaux de roue, j'avais pas très bien dormi et c'était un jour de témoignage, donc il y avait beaucoup de personnes qui devaient parler, notamment une personne qui est morte et bah, c'est terrible de dire ça, mais ça nous arrangeait pour le procès qu'il soit mort parce que c'est mon oncle de cœur, c'était un voisin de mon papa et en fait ce monsieur, il connaissait pas très bien mon grand-père mais il me connaissait très bien, il m'a gardé énormément quand j'étais petite et c'était un monsieur alcoolique, beaucoup, très alcoolisé, surtout les dernières années et à l'époque où il avait témoigné ça allait encore. Du coup, bah, la juge, elle a passé son audition. Elle a lu l'audition qu'il a fait à l'époque, mais vu qu'il n'était pas présent, il pouvait pas témoigner au procès, et c'était pas plus mal qu'il soit décédé et qu'il puisse pas témoigner, parce que vraiment, Jean-Claude, c'était un peu compliqué. Il avait une personnalité atypique, et je pense que ça se serait pas très bien passé. Ensuite, il y a eu 2 moments où moi je suis partie. J'ai décidé de ne pas écouter sur le deuxième jour. Ça a été le témoignage de ma grand-mère et le témoignage de mon grand-père. En tant que victime, j'ai le droit de partir, j'ai le droit de circuler comme je veux. Du coup, à ces moments-là, pour signifier que ce qu'ils avaient à dire, je n'avais pas envie de l'entendre et de m'en rajouter en fait et de me faire encore plus de mal, j'ai quitté la salle à ces 2 moments. Ensuite, il y a eu le moment où moi j'ai dû parler, où il y a eu mon témoignage. Témoigner à la barre, devant des jurés, devant la présidente du jury, c'est compliqué. C'est pas évident. Moi, j'ai décidé de parler avec mon cœur, de dire que bah, je trouvais ça déjà totalement impensable qu'on parle de consentement avec une enfant de 11 ans et son grand-père, parce que la défense de mon grand-père, c'était elle était consentante et elle pouvait discerner à 11 ans ce qui était bien ou ce qui était mal. Donc le consentement et le discernement. Moi, direct, en fait, j'ai parlé comme si c'était moi l'avocate. Du coup, mon témoignage que je me souviens le plus, c'est juste d'avoir expliqué bien évidemment ce que j'avais subi, d'avoir expliqué ce que ça m'avait fait, mais surtout d'avoir expliqué que bah, peu importe en fait qu'une enfant elle soit consentante ou non, à partir du moment où elle a 11 ans et où c'est son grand-père, on devrait même pas se poser de questions en fait. Du coup, ensuite ça a été au tour de mon avocate de s'exprimer. Sauf que mon avocate elle n'avait plus rien à faire. Donc elle a dit au juré, bon, bah elle a fait mon travail, donc ce que je vais faire c'est juste vous raconter sa vie depuis. Parce que ça, c'est ce que vous savez pas, en fait. Elle vous a pas expliqué depuis comment elle vit. Et donc, elle a raconté ma vie, mon avocate, à la fin. Et ensuite, il y a eu pas si longtemps que pause. En vrai, ils ont pris leur décision en 4 heures, je pense. 3-4 heures. Donc, ça a été assez rapide pour un délibéré. Et 4 heures plus tard, on est tous retournés dans la salle pour le rendu du verdict. Mon grand-père qui était libre pour le procès, c'est-à-dire qu'il a comparu libre, donc il comparaissait dans la salle. À ce moment-là, on l'avait mis dans une salle vitrée, juste en face de moi. Au niveau, si vous voulez, la salle, elle est comme ça. Moi, j'étais là, mon grand-père, il était là. Et à ce moment-là, on l'avait mis juste en face, dans une salle vitrée, au-dessus, du coup, de nous. Et mon avocate m'a dit, cette phrase dont je me rappelle très bien, elle m'a dit, regarde-le là. Quoi qu'il arrive, là, maintenant, il est entre les barreaux. Là, il n'est pas libre de ses mouvements. À ce moment-là, il n'était plus en liberté. Elle m'a dit, quoi qu'il puisse se passer, là, il n'est pas libre. Et la présidente du jury a annoncé être arrivée à un verdict. On s'est tous levés,
mon grand-père aussi d'ailleurs, il était en haut dans la salle, moi je continuais de le regarder. Et là, elle a énuméré tous les chefs d'accusation. Il y en avait 15, donc il a pris 1 an pour chaque chef d'accusation. Il a pris 15 ans à l'unanimité du jury. Ça veut dire qu'ils étaient tous d'accord pour lui donner 15 ans. Il n'y a pas eu de... En fait, je sais pas si vous savez comment ça se passe à la base dans un jury. Mais en gros, quand une personne, on doit décider de la peine qu'on va lui donner, euh, tous les jurés présents écrivent une petite peine sur un bout de papier. Et puis après, on va lire les peines et on va enlever la plus petite et la plus grande, et on va recommencer avec ce qui reste. Du coup, par exemple, une personne, on veut lui donner, on dit qu'il est coupable. Une personne va dire il doit prendre 3 ans de prison, une autre va dire il doit prendre 14 ans, et tous les autres, ils vont dire des choses entre les deux. On enlève 14, on enlève 3, et on recommence entre 4 et 13. Moi, il n'y a pas eu à faire ça, ils ont tous dit 15. Oups. Donc, il a pris 15 ans à l'unanimité, et j'ai pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit, en fait. Vraiment, j'ai entendu ce 15 ans, je me suis tournée et je voyais déjà mon grand-père avec les menottes en train de partir. J'ai vraiment pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, que c'était terminé. On est sorti de la salle. Ma grand-mère était toujours là, et donc toute seule, du coup, forcément. Et on s'est un petit peu dirigé vers elle. Et il y avait mon beau-père qui était là avec nous, et le mari de ma maman. Il a été vers elle. Et tout ce que je sais, c'est qu'elle lui a dit c'est quand même un petit peu de la faute de Caroline, tout ça, parce que mon vrai prénom, officiellement, c'est Caroline, et que personne ne m'appelle comme ça. Et du coup, là, mon beau-père, je l'ai senti qu'elle allait vriller. Il a regardé ma grand-mère et il a dit je pense que t'as vraiment rien compris à ce qui s'est passé depuis ces 2 jours. Et on est parti vraiment comme si, comme si c'était rien passé de cette salle. Ça a été vraiment un bouleversement total. À ce moment-là, j'avais pas du tout conscience de ce qui se passait. Déjà, vu que j'avais un petit peu témoigné, j'avais 50 000 messages sur mon téléphone de partout, tout le monde m'appelait, enfin ça bougeait dans tous les sens autour de moi, et moi j'étais juste complètement cassée. Tout ce que je voulais, c'était boire du champagne et fêter ça, sauf que j'étais avec donc ma famille, non seulement, mais aussi des gens qui m'ont hébergée quand j'étais dans la rue pendant 1 an et demi. Et la dame était venue témoigner pour moi, pour être un témoin de faits, en fait, de qui je suis, enfin pas de faits, de moralité, je crois que ça s'appelle, de qui je suis devenue, qu'est-ce que je suis maintenant. Et du coup, cette dame-là, elle est très chrétienne, elle a des grands principes de vie. Et moi, je voulais fêter ma victoire au champagne, sauf que pour elle, c'était quand même un petit peu déplacé, même si bien évidemment, elle me soutient à 200%. Juste, tu sautes pas de joie sur la mise en prison de quelqu'un, quand bien même ce soit la personne qui t'a fait ce qu'elle t'a fait. Du coup, moi, j'étais vraiment dans un délire bizarre et je réalisais pas très très bien. Et je pense qu'il m'a fallu quelques jours pour réaliser. En plus, il faut savoir que à la période où il y a eu le procès, j'étais hébergée chez une amie depuis quelques temps. Une amie qui, 3 jours avant le procès, m'a foutu dehors de chez elle. Donc je me suis retrouvée à la rue pendant le procès. Et le jour de mon procès, j'avais un ami prêtre qui allait récupérer mes affaires à moi chez cet ami. Donc j'étais vraiment à Avignon alors que je vivais à Paris de base. J'avais plus aucun logement, donc je repartais pour une période dans la rue, sauf que je n'avais rien organisé. Donc j'ai pas réalisé ce procès avant un bon moment. J'ai commencé à percuter, je dirais 1 mois après. 1 mois après, je me suis rendu compte que vraiment, y a des dates importante et que il était en prison derrière les barreaux pour ces dates-là, et du coup moi j'étais là en mode ah ouais, quand même. Genre il y a eu son anniversaire peu de temps après, et par exemple je me suis dit là il est derrière les barreaux, quoi. Il passe son anniversaire derrière les barreaux. Il y a eu des moments comme ça où j'ai réalisé que j'avais réussi en fait à faire quelque chose de fou, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir à la suite de ça. Il y a beaucoup de victimes qui sont venues me parler et qui m'ont dit waouh, 15 ans c'est énorme, moi j'ai vécu ça, et j'avais l'impression que c'était des choses littéralement similaires. Et en fait, leurs agresseurs, ils ont rien pris, ils ont pris des 2-3 ans, des 1 an et demi, des peines avec sursis, des choses comme ça, où ils sont même pas condamnés encore. Et du coup, là, j'ai commencé à réaliser que waouh, c'était un gros truc, quoi. J'avais vraiment obtenu justice, et une vraie justice. Mais il m'a fallu un peu de temps, et j'attends. En fait, pour moi, j'ai pas fini tant que il n'y a pas cette pierre qui est posée, et tant que j'ai pas reçu mes indemnités. Ça peut paraître con, mais on a un procès aux assises qui est terminé en pénal, mais qui n'est pas terminé en civil. Et tant que le civil ne sera pas passé, j'aurais pas vraiment pleinement réalisé encore ce qui se passe, quoi. Je sais très bien qu'il est derrière les barreaux, je sais très bien qu'en plus ma grand-mère elle est morte, donc maintenant il a aucune chance de sortir, parce qu'il y a personne qui veut le récupérer. Donc ma grand-mère elle voulait, mais là c'est plus possible dans ces conditions-là. Je le sais, mais j'ai l'impression d'être toujours dans l'attente de quelque chose. La prise en charge des victimes, elle est nulle. C'est-à-dire qu'il y a rien qui est fait pour nous. Tu vas porter plainte. Déjà,
il faut qu'on accepte ta plainte, parce que oui, les plaintes ne sont pas toujours acceptées, même s'ils n'ont pas le droit de faire ça, ils le font, ils ne s'en privent pas pour refuser tes plaintes. Ensuite, il faut que tu tiennes le coup, si tu veux vraiment faire ça, il faut que tu tiennes le coup face aux premiers interrogatoires qui sont vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont faits pour te faire craquer et que t'arrêtes en fait. C'est pas, on te prend pas en charge les victimes, c'est pire en fait. On leur rentre dedans pour que elles soient en galère. J'ai vraiment l'impression que tout est fait pour que tu le laisses tomber, et pour que t'abandonnes réellement. Genre c'est terrible, mais c'est comme ça. Il y a pas d'aide. Alors attention, j'ai porté plainte, j'avais 17 ans, j'en ai 29. Donc j'ai porté plainte il y a 12 ans. Je parle pour ce que je connais. Si ça se trouve aujourd'hui, bien évidemment, tu vas dans un commissariat, il y en a qui sont incroyables, j'en suis sûre. Mais moi, de ce que j'ai ressenti, t'as pas d'aide, t'as pas de soutien, on te propose pas de te retourner vers des associations, on te propose pas d'avoir un vrai suivi, hormis le CMP, le centre médico-psychologique. Oui, ça, tout le monde te dit, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller au CMP. Alors je vous le dis de suite, hein, aller au CMP, c'est très bien évidemment qu'ils sont là, et heureusement qu'ils sont là. Mais pour la victimologie, la traumatologie liée à l'inceste, à des agressions sexuelles à répétition, je pense clairement pas qu'ils soient bien placés et qu'ils aient des thérapeutes qui soient vraiment faits pour ça. Il n'y a pas de... On ne se propose pas des groupes de parole. Moi, à l'époque, mais comment j'aurais adoré avoir un groupe de parole. C'est quelque chose que vraiment, j'aurais vraiment aimé faire. Et maintenant, tout ça, bah, tu l'as, mais il faut que tu cherches, en fait. Et quand tu es une victime, que tu as la tête sous l'eau, que tu viens de faire ces démarches, je peux te dire que chercher des solutions pour t'aider, eh ben, c'est pas évident. Vraiment. Genre, elles te sont pas servies sur un plateau, et je trouve que c'est terrible de laisser les victimes comme ça en galère. C'est déjà des démarches tellement difficiles à faire. Des associations qui veulent aider, il y en a beaucoup. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'elles soient aidées par l'État, en fait. Parce qu'on a plein d'assauts en tant que victimes, bien sûr, qui nous aident aujourd'hui beaucoup plus qu'à l'époque déjà, qu'à mon époque. Mais il n'y en a aucune qui est directement liée à la plainte. Genre, tu portes plainte, on te donne un prospectus, on te donne ci, on te donne ça pour que tu puisses contacter les gens. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un consensus entre différentes associations d'aide, que ce soit pour la psychologie ou que ce soit pour les victimes entre elles, pour parler, et la plainte et l'État qui puissent mettre en relation ces personnes-là. Il faut pas que tu ailles porter plainte et qu'on te laisse te démerder ou juste qu'on te dise ah bah tu peux contacter un tel. Il faudrait que ce soit plus intégré quoi, à la plainte, au dépôt de plainte, ce soit vraiment quelque chose d'automatique. Comme par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple concret. J'étais à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Quand je fuguais, automatiquement, quand tu rentres de fugue, n'importe quel enfant qui a fugué à l'ASE va rencontrer un juge. Pourquoi, quand tu portes plainte pour viol, automatiquement, tu n'aurais pas une prise en charge avec un spécialiste de la victimologie pour une consultation gratuite. Voilà, par exemple, un truc tout con, mais déjà faire un pas vers la victime, pour lui dire, voilà, il y a telle chose qui sont possibles, faites-le, on peut le faire ensemble. Je pense que les auteurs ont besoin d'être aidés avant de passer à l'acte, pour ceux qui s'en rendent compte, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent compte et qui n'ont pas d'espace de parole, en fait. Déjà, j'imagine, je suis pas à la place d'un auteur, mais j'imagine à quel point ça doit être difficile de te rendre compte que t'as ces pulsions et que bah, clairement t'as honte, à mon avis. Si tu t'en rends compte et que tu es quelqu'un de normalement composé, tu te dis ok, c'est terrible d'avoir ces pulsions-là. Et du coup, bah, t'as encore moins de possibilités de te tourner et de demander de l'aide. Parce qu'en tant que victime, bien sûr, on a honte, mais finalement, c'est pas nous qui avons fait du tort, tu vois. Donc c'est quand même plus simple de dire allô, bonjour, j'ai subi quelque chose, j'ai besoin d'aide, que allô, bonjour, j'ai envie de te violer, j'ai besoin d'aide. Voilà, c'est pas aussi évident. Mais je pense que les auteurs, ils ont besoin d'avoir un espace où on les entend vraiment, où on les entend avant, où on les prend en charge avant s'ils le disent et qu'ils en ressentent le besoin, et où ils peuvent peut-être de manière anonyme et gratuite, peut-être un numéro de téléphone déjà de manière anonyme et gratuite qu'ils peuvent appeler, ou avoir des petits topos. Après, pareil, des psys, qu'on leur propose la castration chimique plus souvent, parce qu'en France, il faut le savoir, on y a le droit à la castration chimique, mais c'est seulement si justement les auteurs le demandent. Donc bah déjà qu'on le propose, parce que la plupart des auteurs, je suis sûre qu'ils sont pas au courant que ça existe en France et qu'ils pensent que ça n'existe qu'aux États-Unis, tout ça. Donc on y a le droit, mais il faut que les auteurs le demandent, qu'on ouvre beaucoup plus de cellules ou de structures adaptées aux auteurs, et puis surtout bah, qu'on leur promette l'anonymat, enfin qu'on leur garantisse l'anonymat, parce que je pense que sans ça, n'importe quelle personne qui a des pulsions ne passerait pas la porte en fait d'un endroit pour être aidé. Donc voilà. Je pense que ce serait déjà pas mal de mettre ça en place partout en France, au moins une antenne dans chaque région, ce serait bien. Je sais que mon grand-père, il a pas compris totalement en quoi c'est grave ce qu'il a fait. Je le sais parce que j'ai vu
mon avocate, à plusieurs manières, s'est exprimée, Pardon, on recommence. Je pense que mon grand-père, il n'a pas compris vraiment ce qu'il avait fait. J'ai vu plusieurs fois mon avocate lui parler au cours du procès et il semblait vraiment pas percuté à quel point c'était grave en fait ce qu'il faisait, à quel point c'était pas normal. Après, encore une fois, c'est terrible de dire ça, hein, mais dans les années 70, à la télévision en France, il y avait des gens sur des plateaux télé qui disaient que c'était normal de baiser des enfants. Donc à partir de ce moment-là, bah, c'est compliqué de comprendre. Moi, je pense que mon grand-père, il a pas compris parce qu'il vit dans une époque où c'était limite, c'était pas choquant, c'était pas tant choquant que ça. On faisait passer ça sous de l'éducation sexuelle et c'était normal, il n'y avait pas de problème. Donc, bah, je suis pas tout à fait sûre qu'il ait compris et qu'il le comprenne un jour. Après, peut-être que, en fait, je préfère me dire qu'il a pas compris, tu vois. Parce que peut-être que si je me dis qu'il a compris, mais qu'il a continué à rester dans le même état d'esprit en mode, ah bah, de toute façon, c'est ma petite fille, elle me cherchait, elle le voulait bien. J'aurais beaucoup de mal à accepter. Du coup, je me dis, c'est bien qu'ils ne le comprennent pas. Tu vois. Pour moi, la première chose qu'une victime, elle doit faire, c'est réussir à parler. Que ce soit à une personne de confiance, que ce soit à un prof avec qui elle s'entend bien, que ce soit avec sa mère, que ce soit l'écrire si on n'arrive pas à le dire, que ce soit contacter une association, par exemple les boîtes aux lettres papillons. Alors, il y a des controverses autour de ces associations, mais je trouve que pour un enfant, pour une victime, c'est une boîte aux lettres qui est mise dans les écoles. Il y a pas mal d'écoles qui en font partie, où tu peux laisser un mot et dire ce que tu as vécu. Et bien pour moi, écrire un mot, voilà, c'est quand même plus simple que de parler à une personne malheureusement de confiance. Parce que même si on a confiance aux gens, quand on a subi ce qu'on a subi, une personne de confiance, c'est aussi une personne qui peut se retourner contre nous. Donc essayez de le dire par tous les moyens possibles. De le dessiner, de faire un poème, de montrer une vidéo sur le sujet à une personne concernée. En fait, de faire passer le message. Ça, c'est la première étape. Réussir à en parler pour s'en libérer. Ensuite, je ne peux que conseiller de porter plainte. Je sais que ça va être long, je sais que ça va être terrible, je sais qu'il va y avoir des moments où juste vous allez vouloir vous suicider, clairement, hein, et il y en a qui le font, vous allez vouloir vous faire sauter, clairement. Mais je pense que la reconstruction, la vraie reconstruction, elle passe quand même par la plainte. Et après cette plainte, se faire suivre, se faire aider. Que ce soit, maintenant on a la chance de pouvoir faire des visios, que ce soit en visio, que ce soit avec un psy, que ce soit avec une psychanalyste, que ce soit avec un psychiatre, se faire aider, vraiment. C'est ultra important.